Madame, Monsieur, bonsoir. Les industries lourdes made in Maroc au menu de questions d'actu ce soir. Et plus précisément, les industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Ces IMME affrontent un contexte compliqué marqué par l'inflation mondiale, la remontée des taux d'intérêt et les problèmes d'approvisionnement. Par ricochet, c'est toute l'infrastructure industrielle qui frémit, automobile, BTP pour ne citer que ces deux-là. Car les IMME ont cette particularité, celle de la transversalité. Elles interviennent comme sous-traitants et fournisseurs à la fois, voire même de producteurs directs. Alors quelques chiffres clés pour en savoir un peu plus sur ces IMME au Maroc. Le chiffre d'affaires est de 43 milliards de dirhams, dont près de la moitié réalisé par l'amont du secteur, donc la sidérurgie. 47 500 emplois. Et qualitativement et conjoncturellement, selon la dernière enquête du HCPI, l'impact du renchérissement des inputs et des intrants sur la rentabilité des entreprises sera différencié en 2022 et dépendra de leur capacité à imposer une hausse de leur prix de vente par branche d'activité dans un contexte de faible dynamique de la demande intérieure. Qu'en est-il de la demande internationale? Pourquoi les prix de l'acier continuent de flamber alors que la demande mondiale est en berne? Quels sont les secteurs qui souffrent de cette hausse des prix et comment atténuer l'effet sur la compétitivité du produit local? Et précisément, puisqu'on parle de produits made in Maroc, comment investir dans la mise à jour de l'outil de production et de produits dans la construction métallique et chaudronnerie afin plutôt de répondre aux besoins des industries? Quid enfin de l'effet des programmes publics pour la relance du secteur, nommément la banque de projets lancée par la tutelle? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, je reçois ce soir Abdeslam Helwani, premier vice-président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Bonsoir Monsieur Helwani, bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. En face, un autre industriel, Moutaoukil Baraka, directeur général de Strock Industrie. Bonsoir Moutaoukil Baraka, merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. Marhaba. Et nous avons donc des industriels, mais aussi une académicienne avec nous pour justement comprendre un peu davantage cette dynamique, notamment sur les marchés mondiaux des intrants. Professeur Hafsa El-Bekri, professeur à l'Université Euromed de Fès. Bonsoir, professeur El-Bekri. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de vous joindre à nous depuis Fès par Skype. On va commencer par un état des lieux pour déjà planter le décor, messieurs. Alors, Abdeslam Helwani, quand on dit aujourd'hui IMME, que pouvez-vous nous dire sur les carnets de commandes, la demande, l'offre? Merci. Bon, permettez-moi de revenir donc sur les IMM. Bon, la fédération, c'est la Fédération des industries métalliques, métallurgiques, électriques et électroniques. C'est une fédération, elle a vu le jour en 1951. Mais elle n'était pas la seule, parce que finalement, en fait, elle a été précédée par une association de la fonderie en 1938, suivie d'une association de construction métallique et de la chaudronnerie en 1951. Vu la présence de ces deux associations, donc bien évidemment, la venue de la fédération était la bienvenue pour qu'on puisse effectivement consolider. Donc c'est une fédération, quand elle est venue, elle a créé d'autres fédérations, comme celle de l'AMICA de l'automobile, elle a créé celle de l'électricité, celle de la réparation navale, et j'en passe. Donc il y a des associations qui ont été créées et qui ont quitté la fédération et qui sont aujourd'hui, et qui font l'industrie du Maroc aujourd'hui, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'électricité. Il y a d'autres fédérations, bien évidemment, qui se sont ajoutées pour qu'on puisse effectivement accompagner l'industrie des IMM, comme l'association de construire acier et d'autres associations, les galvaniseurs, etc. Pour revenir un petit peu sur les chiffres, pour compléter les chiffres que vous avez donnés, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps, et cette étude, effectivement, elle parle de quelque chose comme 8000 entreprises. Okay. Donc, quand on regarde un petit peu 8000 entreprises, ben, il y a un gros paquet qui est fait par des toutes petites entreprises, et parfois ça comporte 2 personnes, 3 personnes. Les idées reçues, généralement, n'associent pas la TPE à l'industrie lourde, finalement. Non, absolument pas. Donc l'industrie lourde, bien évidemment, on peut les compter, bon, c'est à peu près une centaine, etc. Mais en fait, c'est un secteur qui emploie énormément de gens, c'est pour ça que j'ai parlé de 8000. Donc c'est un secteur qui produit en chiffre d'affaires à peu près 65 milliards de dirhams, dont 6 milliards et demi à peu près à l'export, mais quand même il participe à la valeur ajoutée du pays à concurrence de 10 milliards par an.
L'emploi ici aussi il est présent, donc pratiquement 65 000, mais c'est 65 000 emplois stables. Et quand on parle formel, dans ce secteur, il y a quand même de la présence de l'informel qui est estimée à peu près à 30%, et que cet informel aussi, il peut employer autant. Donc c'est des chiffres que nous souhaiterions... Ce sont des chiffres de la fédération qui ne sont pas très proches de ceux du ministère. Alors, c'est des chiffres, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on vient de faire une étude. Parce que j'ai présenté des chiffres au début. Exact. Voilà, je n'ai pas cité la source. La source, c'est le ministère de l'Industrie. Exact. Et les chiffres que vous venez de citer sont ceux de l'étude élaborée par la Fédération. Exactement. Voilà, juste précision pour les téléspectateurs, comme ça, ils ne sont pas Elle est perdus. très récente. Et quand je parle de 8 000 entreprises, en fait, c'est des chiffres qui sortent un petit peu et de 65 000 emplois. C'est des chiffres qui sortent donc des registres de la CNSS. Très bien. Voilà, donc c'est des chiffres que la Fédération souhaite les faire bouger à l'avenir. Voilà. Vers le positif, j'imagine. Tout de suite, bien Alors, évidemment. justement, puisque vous avez fait un peu une rétrospective de la Fédération, il y a le E à la fin, d'électromécanique. Et là, quand on voit, par exemple, même sur le site du ministère, voire même le site de la Fédération, on trouve IMM. Alors le E, des fois, on ne le retrouve pas. Pourquoi ? Est-ce que l'électromécanique fait toujours partie de ces industries métallurgiques et mécaniques? Merci pour la précision. En fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la FIM, c'est une fédération mère. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement sorti de cette fédération. Donc la FIM était une ancienne appellation, et elle s'appelait la Fédération des industries métalliques, métallurgiques et électroniques. À l'époque, donc la Fénélec faisait partie donc, du périmètre de la fédération. Quand la Fénélec est sortie, elle a ramené avec elle aussi bien l'électricité que l'électronique. Et donc il fallait absolument il fallait absolument donner de la place pour la mécanique et l'électromécanique. Vous savez très bien que l'électromécanique et la mécanique, ils vont ensemble, et c'est pour ça qu'on a pris en considération l'électromécanique. Elle est toujours d'actualité. Elle est toujours dedans, elle est toujours d'actualité, et elle est quand même assez représentative au sein de la fédération. Très bien. Et sinon, le carnet de commandes, les carnets de commandes, de manière générale? Alors, c'est un état des lieux. Alors, enfin, le secteur, il vit, mais il pâtit. D'accord? Donc, certainement, on va en parler. Les carnets de commandes ne sont pas à 2 chiffres. Ils existent, d'accord? Il y a de l'inertie. Mais on souhaiterait que le carnet de commandes soit bien rempli. C'est pour ça, je pense qu'on est là. Oui, entre autres. Oui, certainement. On va bien sûr creuser un peu dans les moyens de remplir ces carnets de commandes, et notamment internes. Je vais poser la même question à l'autre industriel qui est avec nous, Moutaoukil Baraka. Comment se porte aujourd'hui le groupe, sachant qu'en février dernier, le groupe était en redressement judiciaire? Oui, absolument. Mais avant de répondre à cette question, bien sûr, je reviens à apporter quelques précisions avant de répondre exactement à votre question. C'est que dans les IMME, on distingue 2 catégories. Selon une façon de voir les choses, il y a 2 catégories. Il y a les industries manufacturières et les industries qui sont là pour apporter des services, d'accord, de maintenance, de travaux, de grands travaux, de projets, de réalisation de projets. Et c'est précisément de cette catégorie qu'on veut parler plus aujourd'hui, parce que c'est elle qui vit un certain nombre de difficultés. Et comme comme tout le monde l'a pu constater, que ce secteur passe par une difficulté très difficile, parce que les 3 grands constructeurs du Maroc qui ont fait l'histoire un peu pendant 30 à 70 ans, qui faisaient en moyenne plus de 2 milliards de dirhams, les 3 ensemble, aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Il y a même une qui est en voie de liquidation, alors que Strock et DLM sont en phase de redressement. Donc, Strock Industries, effectivement, face aux difficultés qu'il avait en face, qui sont multiples, et d'ailleurs, on va revenir sur ces problématiques. Les difficultés ne remontent pas à la Covid-19. Non, la Covid-19, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire le problème était bien avant. Et c'est ça la problématique, elle est profonde, elle n'est pas liée à... Structurelle, en fait. Elle est structurelle, d'accord, et on va revenir sur la question. Donc ces entreprises ont eu des difficultés majeures,
d'accord, qui l'ont poussé justement à la recherche de solutions. Et la protection judiciaire, c'est une des solutions. Et d'ailleurs, en principe, c'est une bonne solution s'il était accompagné de suffisamment d'outils. Donc, Stroke, elle est arrivée en redressement, en sauvegarde, puis en redressement. Aujourd'hui, la situation d'entreprise qu'on dirige, elle est en amélioration parce qu'aujourd'hui, il a noué avec la performance. Vous avez vu une augmentation du chiffre d'affaires à 2 chiffres quand même. À 2 chiffres, en même temps, il y a des résultats qui sont positifs, mais surtout l'avenir qui est important. Franchement, on est là pour l'avenir, on n'est pas là pour le passé. On considère que le passé, ce sont des comment dirais-je, des accidents, mais en même des problèmes profonds qu'il va falloir lever. C'est quoi ces problèmes? Parce que là, depuis tout à l'heure, vous avez parlé de difficultés, nous sommes en train de faire un diagnostic. Quelles sont les difficultés que rencontre justement cette catégorie que vous représentez? Pas la catégorie manufacturière, mais la catégorie de maintenance, ingénierie, etc. Oui, madame, les problèmes sont nombreux. C'est-à-dire, mais je dirais que... les plus lourds? Les plus lourds, il y en a 3 ou 4. D'accord. Je peux dire que ces entreprises, à un certain moment, étaient face à un environnement qui a été bouleversé, qui a changé énormément. Ils étaient en face de grands projets, ils n'avaient pas l'habitude de gérer des grands projets, que ce soit les 3 entreprises, toutes les entreprises. C'est quoi un grand projet? Un grand projet, c'est des projets de la taille de 600 millions de dirhams, de 800 millions de dirhams par rapport à ces entreprises. Donc, ils avaient gagné des projets de cette taille, d'accord, et qu'ils devaient réaliser pour le compte de donneurs d'ordre. Il y a aussi, je dirais, comment dirais-je, il y a, pour le cas de Stroke spécifiquement, il y avait à un certain moment le printemps arabe, c'est loin, mais a induit des difficultés parce qu'il y avait 6 mois d'arrêt, d'accord, pendant 2011, qui avait un impact sur l'entreprise. Je peux dire aussi que avant, ces entreprises travaillaient directement avec des donneurs d'ordre nationaux. À un certain moment, ils se sont trouvés face à des multinationales, d'accord, et ils n'avaient pas, la culture est déjà différente. La culture, je dirais, de gestion de projet ou de réalisation de projets anglo-saxons, il diffère un peu à notre culture. Donc, il y avait une adaptation qu'il fallait faire qui était difficile à faire. Il y avait aussi le changement de comportement des banques. Ça, c'est très important parce que suite à la crise financière, est devenue une crise aussi, je dirais, de relations. Parce que les banques ne prenaient plus... 2008, quelle crise financière? La crise de 2008. En 2012, les banques ne traitaient plus les choses de la même manière. Par exemple, une caution bancaire qui était donnée facilement par les banques avant 2010, pour les banques aujourd'hui, c'est un vrai risque, d'accord. Et ils ne donnent plus la caution de la même manière. Les facilités de caisse aussi. On a vu les banques diviser par 2 les facilités de caisse qu'avaient ces entreprises. Donc, à un certain moment, il y avait du fonds de roulement, de la trésorerie qui a été retirée à ces entreprises. Donc, comme j'ai dit, des grands projets. 2, un environnement et une culture de gestion de projets différentes. 3, comment dirais-je, des restrictions sur la trésorerie ont fait que les entreprises ont commencé à accuser des difficultés sérieuses. Nous allons revenir sur peut-être aussi les autres cas, parce que certains ont carrément mis la clé sous le paillasson. Nous allons en parler. Peut-être un peu plus global, une vision un peu plus globale, professeur Al-Bekri, sur la conjoncture mondiale. L'offre est là, mais la demande manque, et pourtant les niveaux ou les cours d'acier sont au plus haut. Donc, il y a quelque chose qui cloche quelque part dans ces marchés mondiaux. Alors, justement, juste pour commencer par donner en fait des chiffres et pour reprendre en fait l'acier qui a déjà en fait atteint des prix vraiment historiques, comme vous dites. C'était déjà en 2021, c'était une augmentation comparée à 2020 de 184%. Et donc, il n'y a pas en fait que la matière première, il y a d'autres variables, d'autres considérations à prendre en compte, ces pressions inflationnistes, justement, le resserrement monétaire. Il y a justement cette question de la crise énergétique et des perturbations des chaînes d'approvisionnement
Et donc, c'est en fait, on est vraiment dans, tout le monde en parle, c'est vraiment un moment et un contexte de polycrise. C'est-à-dire au-delà de la matière première, il y a le coût du fret qui a été multiplié par 4. Et donc parlant et essayant en fait en essayant de lier toute cette conjoncture en fait internationale à des problèmes structurels comme vient de mentionner monsieur le vice-président et monsieur vos deux invités, en fait, il y a quelque chose en fait de plus profond à analyser dans le secteur industriel et notamment dans la métallurgie. Et là, j'aimerais aussi évoquer parce que là, en faisant l'analyse, vous savez, on travaillait depuis un moment sur les métiers mondiaux, sur un peu l'insertion du Maroc dans les chaînes de valeur mondiale et toutes ces questions qui se rapportent à une perspective plutôt internationale du défi d'industrialisation de l'économie marocaine. Et donc, vous voyez toute cette politique d'écosystème et puis il y a tous les fournisseurs des différents rangs qui viennent graviter autour. Mais là, dès qu'on sort en fait de ces 6 métiers mondiaux et qu'on se retrouve face à des industries telles que l'industrie métallurgique, l'enjeu d'analyse, là je parle vraiment en tant que chercheur et je trouve que l'enjeu d'analyse il est encore plus profond. C'est-à-dire, justement, allons droit au but. Quand vous dites que c'est plus profond, que l'analyse demande peut-être plus de profondeur, vous faites allusion à quelle, comme on parle peut-être d'équation, on parle de quelle variante, de quelle variable plutôt, pas variante, mais de quelle variable de l'équation qu'il faut sérieusement revoir? Alors, moi, je trouve que la différence, c'est que lorsqu'on analyse en fait les chaînes de valeur mondiale, on est dans une problématique de comment on intègre le capital marocain comme acteur dans l'écosystème. Par contre, là, je trouve qu'on est plus dans un enjeu de renforcer la compétitivité de l'industriel marocain. C'est-à-dire que peut-être qu'il manque des leaders mondiaux autour desquels ils vont graviter les acteurs marocains. Donc c'est vraiment une problématique. Moi, je trouve qu'au niveau analytique, c'est une problématique. Alors, ce que vous dites, c'est que, alors, juste si j'ai bien compris, comme ça, avant de passer à l'autre idée, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait un leader mondial pour que l'ensemble de l'écosystème qui est déjà existant gravite autour de cela. Vous faites un rapprochement peut-être ou transposez le modèle de l'automobile sur les industries métalliques, métallurgiques et mécaniques, c'est cela? Peut-être, oui, c'est bien ça en fait. C'est le rapprochement que j'essaie de faire et ça m'a aussi attiré les problématiques posées par dans la dernière intervention. C'est de dire qu'on n'avait pas l'habitude de travailler avec des donneurs d'ordre, avec des multinationales. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique très maroco-marocaine et la problématique là, l'effort d'adaptation, il est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, ça, je l'associe aussi à une doléance qui revient très souvent dans ce secteur, c'est de dire voilà comment on intègre le secteur dans la commande publique et comment on instaure la préférence nationale pour les industriels, pour les opérateurs du secteur. Et je trouve que dans cette dimension, il y a vraiment une dimension purement nationale, non pas de l'intégration du capital, mais du renforcement de la compétitivité de l'industriel marocain en dehors d'un écosystème international. Et ça, je trouve que c'est intéressant sur le plan analytique de voir cette industrialisation je dirais intraverti, qui n'a pas besoin vraiment d'un leader mondial. Alors la question maintenant, justement, et vous avez tout à fait raison de repérer en fait cette analogie que j'essaie de faire avec d'autres secteurs, notamment l'automobile ou l'aéronautique, c'est que le leader mondial, ça permet déjà à fédérer les opérateurs du secteur industriel. Par contre, là, on est en présence d'un secteur très particulier. D'abord, de par en fait, cette particularité en fait, sur le plan de priorité stratégique, on voit que ça ne fait pas partie en fait, des métiers mondiaux prioritaires. Et puis aussi, de par
le caractère particulier et profondément transversal du secteur, parce que là, lorsqu'on parle de ce secteur, on nous dit que voilà, vous n'allez pas trouver un produit, une voiture, un avion, mais on va nous trouver dans une forme en fait plus transversale et on intègre plusieurs métiers, donc il y a une diversité de métiers dans ce secteur. Mmh. Oui, absolument. Et c'est vraiment des secteurs qui touchent à tout, on peut le dire ainsi. L'automobile, l'aéronautique, le BTP. Oui, peut-être quelque chose à rajouter, Je veux rebondir effectivement sur la proposition. Effectivement, elle était allée vers la solution. Et effectivement, nous, on pense dans le secteur que parmi les difficultés majeures de ces secteurs, c'est effectivement l'absence de champions nationaux qui peuvent tirer l'économie du secteur. Je m'explique. Lorsqu'on veut réaliser une unité industrielle ou lorsqu'on veut réaliser même un produit tel que l'automobile, il y a 4 ou 5 niveaux d'intervenants. Le premier niveau, c'est l'intégrateur. C'est celui qui fait la solution globale, qui fait son ingénierie et qui fait appel à un ensemble de sous-traitants qui l'alimentent en équipement, en matériel, en services et ainsi de suite. Et à un niveau plus bas aussi, les fournisseurs de matières. Donc, c'est toute une structuration. Le fait que dans le pays, il n'y a pas, dans le domaine de l'industrie, on a une faiblesse dans les structures qui sont capables de fédérer, je dirais, toutes les autres petites industries pour répondre à un besoin, on est en difficulté. Parce que si l'ingénierie, je pense, c'est-à-dire celui qui fait l'ingénierie et fait la conception d'ensemble de la solution, s'il l'a fait en Espagne, il va faire appel aux entreprises espagnoles. S'il l'a fait en Turquie, il va faire appel aux entreprises turques pour 80-70% peut-être du développement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises marocaines se trouvent, je dirais, pas dans le jeu même des projets nationaux. C'est-à-dire, lorsqu'on réalise des grands projets nationaux, le premier, comment dirais-je, le premier fournisseur ou le premier intégrateur, il est étranger. Et donc ça se fait qu'il utilise l'industrie marocaine juste pour des métiers de très faible valeur ajoutée. Et une des solutions à notre problématique, effectivement, parce que la question est profonde et importante. C'est pourquoi on dit à chaque fois le terme profonde, parce qu'on ne parle pas de, comment dirais-je, de taux de croissance de 2 ou de 3 ou 5%. Si on comprend la problématique et si elle est bien saisie par tout le monde, il y a peut-être des centaines de milliers d'emplois à créer. Alors là, il y a un problème très important que vous venez de soulever et il n'a pas encore été évoqué, c'est par rapport à la préférence nationale. Aujourd'hui, ça pose encore problème selon vous? La préférence nationale, il y a des composantes, mais il y a aussi la composante des capacités de ces entreprises. Donc il faut que ces entreprises, ou une partie de ces entreprises, aient un leadership, et donc il faut qu'il y ait un plan national, quelque chose qui intègre tous les... Il y a les donneurs d'ordre. L'équation, elle est complexe. Oui. L'équation, elle est complexe. Elle implique les donneurs d'ordre, chacun avec sa politique, chacun avec sa façon de faire, chacun avec son organisation. Il y a bien sûr les donneurs d'ordre, il y a l'administration. Ils sont publics, ils sont aussi privés. Non, lorsqu'on construit une cimenterie, c'est un privé. Lorsqu'on construit une usine agroalimentaire, c'est un privé. Quand on construit une usine de dessalement d'eau de mer, ça dépend. Ça peut être public, ça peut être... Oui, il y a aussi des... privé, voilà. Donc, les donneurs d'ordre, il y a les donneurs d'ordre, il y a le mode de fonctionnement. Il y a les banques aussi, parce que lorsqu'on veut réaliser un projet, les banques interviennent aussi pour le financement. Donc il y a relation aussi avec les banques. Et il y a l'entreprise elle-même, il y a le cadre général de réalisation de ces projets, c'est-à-dire les textes qui régissent l'ensemble. Parlons de ces textes, il y a l'article 156 du décret 2-12-349 relatif au marché public qui prévoit d'octroyer 20% des commandes publiques aux TPE et PME. Qu'en est-il de la pratique? Peut-être déjà un commentaire sur ce qui a été évoqué par mes deux chers autres invités, et puis aussi une réponse à cette question. Moi, j'aimerais bien revenir sur un certain nombre de choses avant d'aller vers la préférence nationale. Il ne faut surtout pas ne pas essayer de transposer ou de copier l'approche automobile, l'approche aéronautique avec l'approche du secteur des IMM. C'est totalement différent. Parmi la problématique qu'a ce secteur, c'est qu'il est incompris.
Il est incompris parce que finalement... Il est incompris par qui déjà? Il est incompris par énormément de parties prenantes. Il est incompris par beaucoup de parties prenantes. Quelles sont ces parties prenantes? Je creuse. Tous ceux qui sont autour de la table, tous ceux qui peuvent être les banquiers, un certain nombre de... les fournisseurs, les donneurs d'ordre, etc. Les clients aussi ne connaissent pas les capacités de ce... Voilà, donc j'aimerais bien... Les donneurs d'ordre, en l'occurrence. J'aimerais bien aller... première des choses, il faut absolument qu'on essaie de définir c'est quoi les IMM. Alors, je vais essayer de schématiser, simplifier pour qu'on puisse savoir c'est quoi les IMM. Vous savez, quand vous êtes producteur de l'huile, vous prenez le soja et à la fin, vous avez une bouteille d'huile. Tout ce qui est entre les deux, c'est les IMM. Aussi bien en infrastructure, aussi bien en installation, en équipement, en montage, en maintenance. Quand vous êtes dans une minoterie, graines de blé, et vous avez de l'autre côté la semoule, entre les deux, c'est les IMM. Quand vous passez par El Jadida et vous regardez les grands chantiers, c'est les IMM. Quand vous passez par les zones de stockage des hydrocarbures et vous voyez ces immenses réalisations, c'est les IMM. D'accord? Donc les IMM, c'est un socle et c'est une industrie indispensable. Si nous voulons parler aujourd'hui de développement industriel d'un pays, vous ne pouvez pas tourner le dos, vous ne pouvez pas faire ça sans les industries des IMM. Local. Parce que, encore faut-il que, justement, que l'écosystème soit... Je reviendrai au local. Mais que l'écosystème réponde aussi aux besoins locaux. C'est clair, je reviendrai au local, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas avoir une industrie forte si on n'a pas une industrie des IMM forte. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit ailleurs? On dit que le secteur des IMM, ça constitue donc la colonne vertébrale de toutes les industries, de toutes les économies des pays développés et des pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, quand on parle de locomotive, mon ami Baraka, ce n'est pas, quand on parle de locomotive qui va tirer le secteur, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer d'aller chercher un marché et le répartir tout autour de lui. C'est l'inverse. C'est le donneur d'ordre qui doit être la locomotive, etc. Parce que moi, je pense, la problématique et la grosse problématique, c'est qu'on est tous concentrés sur la demande, mais pas sur l'offre. Pas sur l'offre. Et il faut savoir que depuis que la mondialisation, elle est là, elle a vu le jour, ben c'est quoi la mondialisation? C'est de pousser les gens à travailler l'offre. Parce que si on travaille la demande et on essaie de répondre uniquement à des exigences au marché local, on n'ira pas trop loin. Maintenant... C'est comme le textile, par exemple. Quand il y a eu l'avènement de la Covid-19, on n'est pas allé chercher les machines pour fabriquer, n'est-ce pas, les masques. C'est des machines qui existaient déjà. Exact. Voilà, exact. Donc, l'œuf et la poule. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand on veut travailler l'offre, il faut des prérequis, il faut un certain nombre de préalables, et nous avons des handicaps qui nous empêchent d'aller travailler l'offre. Nous avons aussi des freins. Tout à l'heure, si Baraka avait parlé donc, des handicaps, parmi les handicaps, il y a par exemple la surcapacité qui crée une perturbation et une tension sur les prix et une concurrence déloyale par endroit. Il y a la fragilité. Dans l'informel? Par l'informel? Même parce qu'en fait, c'est un secteur qui est un peu, je dirais qu'il a besoin d'être organisé. Parce que finalement, vous avez des tailles différentes, vous avez des responsabilités différentes. Et il y a beaucoup de gens qui veulent vendre des heures, alors que personne ne veut vendre des solutions. Et c'est en vendant des solutions qu'on va aller créer de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui empêche aussi à des gens d'aller travailler l'offre? C'est la fragilité financière. N'oublions pas que c'est un secteur très capitalistique. Très capitalistique. Et pour qu'on puisse effectivement accompagner... Ce secteur a besoin d'être accompagné. Imaginez... pratiquement l'ensemble des acteurs, ils ont un taux d'endettement qui représente à peu près 25% du chiffre d'affaires sur des projets très capitalistiques. On parle de 600 millions, 800 millions. Ce secteur ne peut pas financer aussi bien l'outil industriel que le projet. Voilà. Sur ce point, je pense, je veux ajouter un petit commentaire très important. Rapidement. Comme ça, on le laisse peut-être finir son idée aussi. Non, je vous en prie, sur le commentaire. Parce que sur ce point, c'est important, parce qu'effectivement, là, c'est une culture qui doit changer. C'est une culture qui doit changer, parce qu'il faut que les donneurs d'ordre qui veulent réaliser des projets, il faut qu'ils
intègrent que c'est à eux de financer leur projet. Aujourd'hui, on met beaucoup, parce que lorsqu'on impose à une entreprise de construction d'avoir un fonds de roulement de 6 mois pour faire face au projet, par exemple, un projet de 600 millions de dirhams, si l'entreprise est payée dans des délais très courts, d'accord, et il y a les avances suffisantes, on n'a pas besoin, ce n'est pas capitalistique. Mais pas tous les donneurs d'ordre se valent. Mais c'est la question, et la question est importante, madame. Mais ils ne sont pas tous, parce que là, vous généralisez. Là, je généralise, madame. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis dans ce secteur depuis 30 ans, d'accord. J'étais donneur d'ordre pendant 20 ans. J'allais préciser cela, parce que vous êtes passé de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, madame, ça dépend des donneurs d'ordre. Il y a des donneurs d'ordre quand même qui respectent un certain délai de paiement. Non. شوف madame, بغينا la vérité. بغينا نكونوا optimistes. لا شوف madame. شوف إلا بغينا نكونوا réalistes, نوجهوا la réalité. On est là pour ça. D'accord. Aujourd'hui, il y a un problème culturel, je dis. Parce qu'un projet, je vais être un peu plus didactique. Un projet, c'est des risques, parce qu'on achète quelque chose qui n'existe pas. Vous voulez construire une usine, l'usine n'existe pas lorsqu'on passe commande. Donc, et toutes les parties prenantes ont une partie du risque à gérer. Le donneur d'ordre, il veut bien que l'entreprise qu'il a achetée se réalise dans les délais et dans le coût qu'il a. Le banquier lui-même qui finance, il veut bien que le projet continue bien pour que lui, il rembourse son argent. L'entreprise, elle aussi, veut bien que le projet se termine bien pour qu'elle gagne des sous ou à la limite sortir indemne d'un projet. Mais ce management de risque aujourd'hui, il est problématique parce que tout le monde pousse le risque vers l'entreprise. Tout le monde se protège, c'est humain, c'est naturel. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer les choses. Il faut rééquilibrer les choses du côté financier et du côté management des contrats. Et c'est très important, sinon le secteur ne pourra jamais décoller. Je vous laisse peut-être finir, ou peut-être... Je vais rebondir parce que parmi effectivement les solutions d'urgence, c'est effectivement de lever ces contraintes de fragilité financière, ce poids financier sur ces gens-là, parce qu'une société ne peut pas aussi bien financer ses outils, ses besoins et financer le projet. Le projet, ne peut pas financer le projet. C'est énorme. Et on voit ailleurs... Mais du coup, la solution, elle se trouve où ? Non, la solution... Est-ce que c'est la loi ? Est-ce que c'est quoi ? Parce que là, on parle effectivement... À mon humble avis, on est, je pense, moi, je peux me dire ça parce que, comme j'ai dit, j'étais dans les deux. Je pense qu'on agit en silo. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit la compréhension. Chacun comprend ses problématiques. La banque comprend ses problématiques et c'est logique. Donc vous dites en silo, c'est-à-dire chaque acteur. Voilà. Et aujourd'hui, non, parce que là, c'est l'intelligence. C'est un peu naturel. Chacun agit pour ses intérêts. Mais il y a un intérêt global. Non, il y a un intérêt global. Madame. Oui. Nous, on a appris dans les mathématiques que les optimums locaux ne correspondent pas à l'optimum local. D'accord ? Si chacun optimise chez lui, on perd l'optimum global. C'est-à-dire, j'ai le droit de défendre mes intérêts en tant que banquier ou en tant que donneur d'ordre ou en tant qu'entreprise. C'est tout à fait légitime. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'intelligence collective pour qu'on crée les modalités qui permettent de réussir le projet. Aujourd'hui, la situation, comment elle est ? Chacun défend ses intérêts, mais le projet n'avance pas, madame. On est en train de voir des projets se réaliser dans des délais très lents qui sont absurdes. Je dirais absurde, juste à l'âge. Le banquier ne veut pas avancer l'argent, l'entreprise ne veut pas, le donneur d'ordre. Donc, il faut qu'il y ait un climat. Il faut travailler la confiance, il faut travailler les modes de travail, il faut travailler. Il faut huiler la machine. Il faut huiler la machine. Dans le jargon industriel. Il faut huiler la machine entre les parties prenantes. Donc, c'est un jeu, machine de l'entreprise, machine du donneur d'ordre, machine de la banque. C'est un jeu collectif. Et c'est notre rôle, à mon avis. Moi, je pense c'est la FIM. Ça fait partie de la feuille de route de la FIM ? C'est clair, parce que finalement, sur parce que vous avez parlé de confiance, il faut un pacte de confiance. C'est important. Et il faut un dialogue soutenu. Il faut de la transparence, parce qu'il faut absolument mettre tout le monde dans le même objectif et le même bateau. Parce qu'il n'y a pas le banquier seul et le secteur seul, parce que seul, on n'ira pas trop loin et on ne fera rien. Le banquier, effectivement, il doit fructifier ses activités, l'industriel aussi, et effectivement, si on essaie de communiquer, si on essaie de travailler ensemble, on ira trop loin. Maintenant, il faut essayer de dire la vraie problématique. Si Baraka a parlé
est-ce que nous sommes capables de répondre aux exigences des donneurs d'ordre? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la question. Est-ce que le secteur, il est assez intégré? Et moi, je mets par rapport aux handicaps, je mets la faible intégration. Et par exemple, concret. Pas très simple. Parce que, quand on parle intégration, quand vous dites qu'il y a un faible taux d'intégration, de quoi parlons-nous? Par exemple, sur les tubes, j'ai fait quelques petites recherches. Oui. Ils sont plus orientés vers l'agriculture, mais pas vers le besoin industriel. Corrigez-moi si je me trompe. Alors très bien. Là, quand vous parlez de tube, vous parlez d'un produit. Oui. Qui est un semi-produit qui va aller quelque part pour qu'il devienne un produit. Un produit, tout à fait. Très bien. Donc, voilà, moi je parle de donneur d'ordre qui a besoin d'une solution globale. Prenez par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure de Le Sieur, vous pouvez avoir un marché clé en main ou l'OCP, etc. C'est ce qu'ils font. Parce qu'en fait, le donneur d'ordre, il n'a pas envie de rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un projet? La première chose, il y a l'engineering. La première chose. Et l'engineering, elle représente une part très importante dans la valeur ajoutée, que le Maroc ne laisse pas chez lui. Voilà la problématique. Elle vient de l'international. Et c'est depuis des années qu'elle vient de l'international. Aujourd'hui, il faut travailler l'intégration totale au niveau de ce secteur. Certainement, donc, on va revenir pour parler de la feuille de route de la fédération. Effectivement. Il nous reste peu de temps, donc on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Donc, cette fédération, parce qu'en fait, les IMM, et je note que depuis des années qu'il essaie de défendre, c'est vrai que bon, elle a été inscrite dans pas mal de programmes publics, mais jusqu'à aujourd'hui, bon, je pense et il a le sentiment qu'il est encore incompris. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette nouvelle vision stratégique, à savoir faire c'est ce qu'on appelle les mardis des branches. Qu'est-ce que ça veut dire les mardis des branches? C'est tout simple, les IME ils sont constitués à peu près avec une soixantaine de branches. Quand on parle des 65 000 salariés et emplois ou quand on parle de 65 milliards, on veut savoir ça vient d'où. Et donc quand on regarde un petit peu les branches, on va les passer au scanner. Donc on va essayer d'analyser maillon par maillon et on va regarder qu'est-ce qui nous manque. Oui. Qu'est-ce qui nous manque? Et il faut bien évidemment apporter des solutions. Ce qui nous manque, il nous manque beaucoup de choses, mais il faut qu'on essaie de commencer par les plus urgents, les asseoir, c'est de mettre en place les taux d'intégration. Il faut absolument que ce secteur soit doté des indicateurs qui lui permettraient de mesurer le taux d'intégration par branche. Et aujourd'hui, si on arrive à celle de la construction métallique et de chaudronnerie, et on se dit, on est à quel niveau? Parce que si on supprime l'engineering, on supprime le contrôle et on reste uniquement au milieu montage, etc., on est en train de vendre des heures ouvriers. Et avec la vente d'heures ouvriers, on n'ira pas à l'international. C'est avec les solutions qu'on réglera la problématique nationale. Et l'offre est là? Et l'offre existe? L'offre qui puisse à même de répondre aux exigences des appels d'offres. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que les acteurs marocains ils sont assez mûrs pour jouer un rôle très important pour la construction. Alors, il a parlé on va laisser peut-être finir. Vous avez parlé de la taille des projets qui était trop grosse, qui a fait que ça a induit des problèmes pour les entreprises, dont celles que vous représentez. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons d'entreprises dans l'ingénierie à même de prendre en charge un gros projet de l'État? Madame, Cyril Ouani, vous avez une réponse? Oui, non. Je vais adresser la question. Moi, j'ai confiance à l'industriel national. Qui représente quand même la fédération. J'ai confiance et je sais que c'est un secteur qui a pâti mais qui n'a jamais lâché. Et aujourd'hui, il est capable d'aller effectivement s'associer. Donc oui, il y a des entreprises d'ingénierie qui peuvent, et de conception aussi. Écoutez, on peut passer par les JV avant d'être entièrement autonome. Donc des joint ventures peuvent être une bonne solution. Justement, j'aimerais bien consacrer les 10 dernières minutes aux solutions. Malheureusement, le temps passe très très vite dans cette émission, enfin heureusement ou malheureusement. Professeur El-Bekri, de votre point de vue d'académicienne et de chercheur, on parlait tout à l'heure d'opportunités. On doit mettre à jour aussi le dispositif de production. Quels sont peut-être quelques inputs dans ce sens afin tout simplement de mieux huiler aussi la machine de production?
Alors, voilà, c'est avec toujours une casquette de chercheur parce que je ne saurais pas mieux répondre que les industriels qui sont dans le Certainement. secteur, voilà, qui connaissent le terrain mieux que quiconque. Mais j'aimerais juste revenir sur ces cadres en fait d'analyse évoqués par Monsieur Helwani et par Monsieur Baraka à plusieurs reprises aussi. C'est comment en fait intégrer le secteur et analyser justement une intégration des différentes branches du secteur au vu justement de cette spécificité, un secteur très transversal, il constitue justement le vecteur de l'industrie du pays. Et là, j'aimerais à la fois d'un point de vue analytique revenir et dire que voilà, en lien avec toujours cette question de la protection du secteur, on parle beaucoup, lorsqu'on évoque cette question, on parle beaucoup d'import substitution, on veut produire localement. Est-ce que c'est une bonne chose, justement, ces efforts de substitution? C'est une bonne chose pour les industries métallurgiques et mécaniques? Je me permets de vous interrompre une petite minute, professeur Bkri. Vous pensez, messieurs, que c'est une bonne chose, la banque à projet en l'occurrence? Parce que vous avez parlé de surcapacité tout à l'heure. Les banques à projet, ça traite je pense que c'est pourquoi initialement on avait précisé ça. La banque à projet, c'est un peu lié aux choses qui sont répétitives et ce qui se consomment et on crée une unité pour les faire. D'accord. Nous, on parle d'un autre projet, c'est les sociétés qui sont là pour répondre à une solution intégrée du client. D'accord. Et ça, c'est une autre... Et l'enjeu pour nous, il est partout. Il y a des enjeux énormes, mais l'enjeu le plus important, d'accord, sur lesquels on essaie de sensibiliser, c'est que la partie qui est là pour la réalisation des projets, pour la maintenance, pour les services, pour l'ingénierie, il faut mettre l'accent dessus pour qu'il ait la place qui lui revient dans l'économie du pays, et parce que c'est le secteur qui s'exporte le plus facilement dans la région. C'est-à-dire, si on a des entreprises de construction, ils vont aller facilement construire ailleurs. Voilà. Le message est clair, j'espère qu'il sera entendu, c'est sûr. Professeur Bkri, je vous laisse finir peut-être votre analyse. De cette dichotomie à la fois, en fait, voilà, des stratégies intraverties, extraverties, bien sûr, en fonction, bien sûr, des forces des structures nationales. Mais à la fois aussi, l'intelligence, c'est de pouvoir combiner les deux. C'est de se dire que, voilà, moi je disais quelque part qu'il y a des opérateurs du secteur qui disent que le futur, c'est le protectionnisme, le futur, c'est protéger le marché. J'ai envie de dire, non, il y a entre-temps, en fait, toute une phase de libéralisme, d'ouverture sur le marché mondial. Et donc, aujourd'hui, le défi, c'est à la fois, c'est de se demander comment à la fois combiner une intégration au marché mondial, une offre compétitive à l'échelle au niveau de l'exportation, et bien sûr à la fois la constitution de bases aussi, de bases productives nationales qui sont compétitives. Et là je reviens au point évoqué par M. Helwani pour dire que voilà, on a besoin aujourd'hui de faire une analyse de criticité pour dire quelles sont les activités stratégiques les plus critiques. C'est vraiment un travail qui mériterait d'être réalisé au niveau de ce secteur, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire en priorité, quelles sont nos priorités. Et au-delà de ce creux de la chaîne de valeur qui constitue à dire voilà, qu'est-ce qu'on produit en priorité et qu'est-ce qu'on produit nous-mêmes, le made in, qu'est-ce qu'on produit avec les autres, le made with, etc. Et il faut penser tout cela dans toute la chaîne de valeur. Il faut penser l'amont. Vous l'avez bien dit, vous l'avez évoqué, l'ingénierie comme c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire? Si oui, tant mieux pour nous. Sinon, il faut penser à faire avec les autres. Donc, le made with aussi dans ce secteur, il est d'une importance cruciale. Oui, justement, c'est les joint ventures qu'a évoqué Helwani tout à l'heure, peut-être. Tout à fait, c'est les joint ventures. Et c'est pour dire aussi qu'il faudrait peut-être sortir le secteur de ce discours qui consiste à dire non, on est plus dans l'apport substitution et voilà, il faut protéger au maximum au contraire, il faut savoir aussi travailler avec les autres.
Donc, en même temps, protectionnisme, entre guillemets, parce qu'on est loin du protectionnisme hein, au Maroc, mais en même temps, ouverture sur le monde. Un commentaire là-dessus, vraiment un dernier mot, un tour de table, un mot là-dessus, et peut-être pour finir aussi les recommandations et surtout les next steps, les prochaines actions. Oui, en fait, je me permets de revenir sur quelque chose, c'est que tout à l'heure, c'est Baraka qui parle de la construction métallique et chaudronnerie. Moi, je suis ici pour parler de tout le secteur des IMM. Et effectivement, quand vous parlez de la substitution, ça concerne d'autres associations, d'autres secteurs à très forte valeur ajoutée que nous devons effectivement leur consacrer un regard assez important parce qu'ils sont aussi bien créateurs de richesses que d'emplois. On trouve l'électroménager, le mobilier de bureau et j'en passe. Et effectivement, nous sommes très contents de s'inscrire dans ce programme qu'on lui a donné une place assez importante. Je profite de mon passage ici pour vous dire qu'effectivement la fédération elle est mobilisée. Donc le 15 novembre prochain, donc le mardi prochain, nous aurons la première journée donc, des Mardes et des Branches et elle est consacrée à la construction métallique et chaudronnerie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement elle est très importante, mais aussi parce qu'on puisse essayer d'apporter des éléments de réponse en urgence. Donc là, vous préférez en fait attaquer chaque filière à part pour justement trouver des solutions à même de répondre aux besoins aujourd'hui, actuels. Exactement, parce que c'est un secteur qui est très important. En fait, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle vision de la fédération. Vous ne pouvez pas attaquer le secteur en sa globalité parce qu'il est tellement complexe, il est tellement spécifique qu'il faut absolument prendre branche par branche. Et donc, le mardi prochain, la branche de la construction métallique, tout à l'heure, donc si Baraka avait parlé de trois clients qui font 3 milliards, le secteur, il fait 8 milliards. C'est pas rien, c'est à peu près 12%. C'est un secteur qui traite quelque chose comme 160 000 tonnes. Donc en fait, et c'est un secteur qui, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, les opportunités, avec bien évidemment la ZLECAf, etc. Il faut absolument, c'est un secteur qui va, à mon sens, va jouer un rôle très très important. Il faut être prêt déjà pour la ZLECAf. C'est pour ça qu'il faut absolument l'accompagner. Et comme ce que je disais tout à l'heure à Baraka, le mardi, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'un long processus pour effectivement inscrire cette branche, pour qu'elle puisse consolider ses 100 ans, mais aussi ces branches prennent les couleurs de l'Afrique. Très bien. Un dernier mot, le Moussaoukil Baraka. J'ai 2 points importants. Le premier, c'est que je pense que le secteur doit grandir avec l'économie du pays. Il y a 20 ans, on gérait des projets de la taille du milliard de dirhams. D'accord, c'était le maximum qu'on entendait dans ce pays. On avait des entreprises, bon, ça peut être plus, je dirais, la taille moyenne des projets qu'on gérait, qu'on voyait, c'était le milliard de dirhams il y a 20 ans. Aujourd'hui, on parle du milliard de dollars, d'accord. Donc les entreprises doivent grandir. Et comment les faire grandir, c'est une question importante pour le pays. Là, il ne s'agit pas que de la construction métallique et chaudronnerie. Non, c'est pas là, c'est général. Madame, déjà, on ne peut pas les isoler. Parce que lorsqu'on construit une solution intégrée, le client a une solution intégrée. Lorsqu'on veut construire une usine, c'est l'ensemble qui intervient. Ça a de la distinction. Moi, je pense que c'est une distinction technique, mais sur les faits, les problèmes de la chaudronnerie ou de l'électrique ou de la mécanique, c'est exactement la même chose. Il est vrai que la chaudronnerie, on souffre aujourd'hui, peut-être parce qu'il y avait des choses un peu spécifiques au métier, mais parce que l'intégration, la solution intégrée, est une solution pour tout le monde. Si on ne trouve pas des Deuxième remarque pour moi importante, c'est cette question d'intégration. Parce que la question d'intégration, si on n'est pas dans la solution, en amont dans la solution, on ne peut pas mobiliser les IMME ensemble dans la réalisation d'un projet. Parce que tout projet, il a besoin de l'ensemble de ses acteurs. Tous les acteurs interviennent pour réaliser une solution finale. Est-ce que déjà tous les acteurs peuvent se mettre autour de la même table? Ils sont obligés de. Là, on parle du secteur bancaire, on parle de la tutelle. Oui. On parle bien sûr de vous en tant qu'industriel. Si on ne travaille pas ensemble pour trouver... C'est-à-dire, moi, lorsque j'ai dit intégration, je parlais juste des métiers des IMME, mais si pour trouver des solutions au secteur, il faut une intégration globale, il faut toutes les parties prenantes trouvent les moyens de faire travailler autour d'une table, parce qu'aujourd'hui,
Ce qui bloque, ce sont aussi les procédures internes de chaque organisation. Il va falloir les revisiter si on veut aller loin. Et donc, c'est... Alors, si les solutions ne sont pas trouvées. Non, il y a des solutions, madame. Admettons. Que risque le secteur? Que risque des entreprises qui créent des milliers d'emplois? On continue à perdre ces entreprises et on fait appel à l'importation. C'est le schéma aujourd'hui. Moi, je pense qu'entre 2010 et 2020, la contribution des IME marocaines dans le programme du Maroc était plus importante que ce qu'on est en train de voir entre 2020 et 2030. Ça, vous notez le point. Parce qu'on a régressé. D'accord? Dans la part de participation dans les grands programmes industriels du Maroc, je sais ce que je dis. Si on ne fait pas attention, si on ne fait pas attention, on va aller à l'importation. Oui, j'aurais souhaité finir sur un message un peu plus optimiste, mais ce n'est pas le cas ce soir. Merci beaucoup, Moutaoukil Baraka. Merci en tout cas pour votre franchise et votre franc-parler. Merci à vous également, Monsieur Abdeslam Helwani, premier vice-président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci également au professeur Hafsa Al-Bekri. Merci, Hafsa. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Euromède de Fès. Merci bien sûr à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.